Salut, c'est les Jérôme. Bon, on vous a montré que les cloisons c'était terminé, mais dedans on a aussi fait passer tout le câblage électrique. Pour ce faire, on a réalisé tous nos schémas, unifilaires et de positionnement, tout en dimensionnant la section des conducteurs, des différents circuits et disjoncteurs. Bon, on a parfois fait quelques changements, mais en gros, tout est sur le papier. On réimprimera une version définitive une fois que tout sera câblé et connecté. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on a quelques petites remarques et précisions à apporter sur notre façon de faire. Car tout comme on n'est pas chauffagiste ni maçon, on n'est pas électricien non plus. On a de bonnes bases et suffisamment de connaissances, enfin on pense, mais nous ne prétendons pas pour autant être infaillibles ou à 100% conformes aux normes en vigueur. Surtout qu'en France, c'est la NFC 15-100 qu'il faut implémenter, ce qu'on vise bien sûr, mais nos connaissances, elles proviennent à la base d'un autre pays, la Belgique, où c'est le règlement général sur les installations électriques, RGIE, qu'il faut respecter. Et bien qu'on pensait que tout cela traduisait des normes européennes, allez savoir pourquoi, mais beaucoup de choses sont différentes. Ce ne sont pas toujours les mêmes câbles, ni les mêmes règles de pose, ou encore les différentiels ne sont pas identiques. Bref, quand on parle de normes dans cette vidéo, on se réfère bien sûr à la norme française. De toute façon, question normes, on trouve qu'il faut savoir un peu distinguer plusieurs choses dans celle-ci. Il y a les règles de base qui assurent la sécurité et la protection des personnes pour éviter les différents dangers, comme par exemple la mise à la terre et les différentiels, les sections de câbles à respecter avec les disjoncteurs adaptés, etc. Il y a aussi des règles du même type, mais secondaires, ce qu'on peut encastrer, de quel type de différentiel on parle, l'utilisation de parafoudres, d'anti-arcs, etc. Ces règles sont aussi importantes, mais elles sont liées à des risques beaucoup moins critiques. Et puis, il y a les règles qu'on considère ergonomiques ou de confort, comme la hauteur des prises ou interrupteurs, leur nombre minimal par type de pièce, etc. Tout ça sont des conventions, parfois très utiles, notamment pour les personnes à mobilité réduite, mais ce ne sont pas des mesures de sécurité. Tout comme d'ailleurs mettre la face du côté droit dans les prises ou encore les couleurs des fils, ce sont aussi des conventions. Et faire toute son installation avec du fil d'une seule couleur, ce qui serait vraiment idiot, mettrait l'installation en infraction avec la norme, mais ne poserait aucun problème de fonctionnement. Bon, un gros casse-tête pour la pose et la maintenance, certes, mais aucun danger pour l'utilisateur qui utilise les prises et les interrupteurs pour peu que les règles de base soient respectées. Bref, tout ça pour nuancer l'importance de certains points des normes. Inutile donc de nous reprocher de ne pas être aux normes, on sait, vous voilà prévenu. Aussi, on a conçu notre installation à l'ancienne, pas de domotique ou autre fonction de confort. Le bon vieil interrupteur mécanique, increvable, nous va très bien. Toutes ces nouvelles façons de faire sont peut-être très agréables ou ajoutent du confort, mais rendent le tout dépendant de toujours plus d'électronique, de maintenance, et finit bien un jour ou l'autre par tomber en panne. Alors que ces interrupteurs, tout simples, qui ont bien une 60aine d'années, sont toujours en parfait état de marche. On verra après le même délai ce qui fonctionne toujours dans les nouveautés. Et on n'a pas besoin de commander nos éclairages avec un smartphone ou une pression longue sur un bouton poussoir, et ne parlons même pas des risques de sécurité, je veux dire cybersécurité, liés aux choses de plus en plus connectées. Alors, un bête interrupteur au circuit ouvert, qui consomme 0 dans ce cas, ou fermé, et qui fait un bon vieux clic, nous ira très bien. Merci. Il va continuer à faire ça longtemps, lui? Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Monsieur Lacour, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Allez, sans plus tarder, passons donc à la pose des câbles et boîtiers. Pour les interrupteurs, on a décidé de les poser à une hauteur de 1,14 m du sol fini. Bon, ici 1,16 m, puisque le plancher doit encore venir. Et cette hauteur, c'est le centre du boîtier. Selon la norme, la hauteur devrait être située entre 90 cm et 1,30 m. Pour faire tous les boîtiers de la pièce, on a utilisé le niveau laser par facilité. Sinon, une autre possibilité que font les professionnels, c'est de tracer une ligne à 1 mètre du sol fini, et de là, on peut alors mesurer toutes les hauteurs sans se tromper. Surtout si le ou les chantiers se font en plusieurs jours, cela évite de ne pas faire d'erreur à chaque fois qu'on repositionne le laser, le marquage étant défini une fois pour toutes pour tous les corps de métier. Mais je digresse. Auprès de la publicité, mais personne n'écoute. Mais personne n'écoute, par là les pieds, ma tête est dans le désert.
Soit cela nous a permis de faire toutes les marques pour les interrupteurs dans les cloisons de la pièce, et de percer un trou à la scie cloche pour ces boîtiers de 67 mm de diamètre, c'est écrit dessus. On a fait pareil dans les bas des cloisons pour les prises, et nous on les met à 27 cm du sol pour qu'elles tombent au-dessus des plates qu'on installera. Alors la norme elle dit entre 5 cm et 1,30 m. Et en principe il devrait même y avoir une prise de courant supplémentaire à l'entrée de la pièce, à côté de l'interrupteur de l'éclairage, ce qu'on ne fera pas. On place ensuite des boîtiers pour les prises doubles. Ce boîtier est muni de 2 picots. On peut alors presser contre le parement pour faire des marques, où on viendra percer le trou pour avoir un anthrax parfait. Bon, évidemment, sur des plaques de plâtre de base, ça marque peut-être facilement, mais sur du fermacell, il faut presser assez fort. Pour les versions verticales, on utilise un autre type de boîtier à l'anthrax différent de 60 mm au lieu de 71 mm. C'est une spécificité belge apparemment, et cela est prévu pour aller avec les caches qu'on a choisis, qui sont moins espacées pour la version verticale. Et avec celui-ci, on fait le marquage à travers les trous, plus facile comme ça sur du fermacell. A noter que pour la disposition verticale, c'est le trou du haut qu'on positionne à 114 cm du sol. Et hop, à la scie cloche. Avec 2 pots du parement assez durs à traverser, ça prend du temps. Pour les boîtiers doubles, il faut encore recouper les morceaux entre les deux cercles. Et comme on n'a posé qu'une seule face des cloisons, on peut le faire facilement à l'aide de la scie sabre. Et il n'y a plus qu'à insérer les boîtiers. Ah, parfois 67 de diamètre c'est un peu juste, 68 ça aurait été bien. Ensuite on peut les arrimer avec les 2 vis sur les côtés. Cela fait sortir une petite griffe par derrière qui est ramenée vers l'avant et prend le parement de la cloison par serrage, ce qui assure un bon maintien. Tous les boîtiers sont posés, on passe maintenant à la pose des câbles. On va poser de la gaine ICTA préfilée partout, mais on a aussi quelques restes de câbles XVB, c'est du belge, qu'on peut poser encastrés. Pour respecter la façon dont on va faire ailleurs, on l'a gainé tout de même. C'est une des nombreuses différences avec la norme française. On reviendra sur ce qu'on a pu voir comme différence dans une prochaine vidéo. Et comme on a posé des boîtiers étanches à l'air, pour continuer dans la même idée, on pose un petit capuchon d'étanchéité après avoir dénudé le câble. Cela pour éviter que de l'air puisse communiquer via les gaines entre tous les boîtiers, le coffret et finalement l'extérieur. Et on le dit pour avoir connu de l'air froid qui sortait de certaines prises. Bon, cela a plus de sens avec les gaines préfilées qu'avec ce câble qui ne laisse pas beaucoup de place à la circulation d'air dans la gaine. On enfile la gaine à travers le caoutchouc d'étanchéité du boîtier, et voilà. On reviendra aussi sur les sections choisies et pourquoi, mais en gros, on a utilisé des conducteurs de 2,5 mm² de section pour les prises ou circuits dédiés à un électroménager, et du 1,5 mm² pour l'éclairage. Du 2,5 et 1,5, c'est à ça qu'on se réfère en utilisant ces chiffres. Pour les couleurs, c'est assez standard, le brun pour la phase, bleu pour le neutre et jaune-vert pour le fil de terre. Cela à l'exception du câblage des circuits d'éclairage en va-et-vient, où les couleurs sont différentes, rouge pour la phase ou retour, et orange pour les 2 navettes. Mais encore une fois, c'est une convention, et à part bleu ou jaune-vert, finalement on pourrait tout utiliser. Encore une chose sur laquelle on reviendra, avec quelques règles, choix et type de câblage, quand on fera ces connexions au tableau. Sinon, en attendant, on fait passer les gaines dans l'ossature des cloisons. Alors en principe, on ne devrait effectuer que des trajets verticaux. Éventuellement horizontaux en bas et en haut des cloisons, mais jamais en plein milieu, et encore moins en diagonale. Bon, il y a beaucoup de boîtiers à poser et des gaines à faire passer.
Pour la plupart des trajets horizontaux, on a privilégié de le faire sous les planchers, donc dans les plafonds de l'étage en dessous. C'est le trajet le plus court, et puis qui ne passe pas dans les cloisons. On a donc fait passer le plus gros du câblage par là. Pour ramener le tout au bout, dans nos KGB, où on posera les boîtes de dérivation. Et pour ne pas s'y perdre, on a étiqueté les gaines, afin de savoir à quel circuit cela correspond pour la suite. Pour l'éclairage, bon ben là pas le choix, les gaines vont depuis l'interrupteur d'alimentation jusqu'au premier point d'éclairage, et puis de point en point. On a déjà fait quelques essais avec les spots qu'on mettra dans les plafonds pour savoir quel nombre en mettre et leur disposition. Tout cela se met en place. Et on n'a pas oublié les connexions du futur, comme ce qui doit partir au grenier. Et également le prolongement des interrupteurs va-et-vient des couloirs, qui sera ajouté dans la seconde partie de la maison, une fois qu'on en sera là, un jour. On aurait pu tout aussi bien mettre ici une boîte de dérivation, dans laquelle on viendrait se repiquer, mais on n'avait pas envie d'avoir cela en plein milieu du couloir. Ces câbles resteront donc en attente et non connectés dans le dernier interrupteur du couloir. Bon, tout ça, c'était pour le câblage des boîtiers où on avait accès aux deux côtés de la cloison. On va maintenant poser tout le réseau électrique pour la partie située sous le second parement, avant de refermer. Grosso modo, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut qu'on mette les gaines en attente. Et elles doivent arriver le plus près possible de là où on fera le trou. En faisant passer tout ça par où c'est possible, donc sous les planchers, et en n'oubliant rien. C'était ça le plus stressant. Attends, je vais t'aider, c'est parce que... Tout le câblage est donc fait et sort dans le KGB pour les boîtiers de dérivation. Pour les boîtiers non étanches, car les modèles verticaux des boîtiers doubles ne l'étaient pas, on a enduit d'une couche de plâtre et même collé une chute de Fermacell. Alors c'est ce qui est recommandé dans la prescription de mise en œuvre par Fermacell pour notre type d'isolant. Question de résistance au feu et d'arc électrique. Bon alors en principe on devrait aussi le faire pour les boîtiers étanches, mais on l'a pas fait. Il faudrait d'ailleurs qu'on m'explique comment on procède pour le second côté de la cloison. De ce point de vue, il faut aussi éviter de poser des boîtiers face à face des deux côtés de la cloison, et également pour des raisons d'isolation acoustique. Voilà, tout est posé dans la cloison, alors on peut maintenant poser l'isolant. On a monté tout ce qu'il fallait, et puis au boulot. On perce un trou dans le panneau de laine de bois pour faire passer la gaine. Et puis, on referme la cloison. Pour tout ça, on vous l'a montré en long et en large dans une vidéo précédente. Donc, revenons maintenant à la pose des boîtiers, une fois la cloison terminée. Il faut encore percer les trous et rattraper les câbles laissés en attente. Bon alors on aurait pu percer les plaques avant la pose, mais avec l'OSB derrière, il aurait fallu vachement bien mesurer. Alors on a motancié les deux parements d'un seul coup. Les gaines ont été mises un peu à l'écart pour ne pas risquer de les endommager avec la scie cloche. Et on a calé l'isolant avec des chutes. Pour scier les bords, on utilise une scie à guichet, parce que la scie sabre ferait de la charpie avec l'isolant derrière, la lame est bien trop longue. Il n'y a plus qu'à récupérer les gaines. Ou parfois c'est pas facile, alors il faut un petit crochet ou un autre dispositif pour aller la chercher. On dégaine les conducteurs au niveau du parement.
le petit bouchon d'étanchéité, et puis on pose le boîtier. Pour les salles de bain et restants de la pièce, c'est tout pareil. On a aussi essayé l'outil vibrant multifonction pour scier les bords. Alors ça fonctionne bien, mais c'est plus lent et beaucoup plus bruyant. Par contre, c'est quasi garanti de ne pas endommager l'isolant ou le câble. Dans les salles de bain, pour une applique murale, on a aussi posé un dispositif de connexion luminaire, DCL, version murale, ce qui est mieux que d'avoir une gaine et des fils qui sortent du mur. Et ça fait partie de l'éclairage de la pièce. C'est un boîtier dans lequel se loge une mini prise spécifique prévue pour l'éclairage. Ça existe aussi en version plafonnier. Comme il y a un bornier de connexion, on aime toujours faire le fil de terre un petit peu plus long. Ainsi, en cas d'arrachement, ce fil sera le dernier à se retirer. Les boîtiers pour les cloisons sèches, c'est fait. Il me reste maintenant à mettre les boîtiers qui seront scellés en maçonnerie, c'est-à-dire sur les murs extérieurs sur lesquels on appliquera le chaud-chanvre. Ici, ce sont des éléments unitaires qu'on peut assembler à souhait pour former des boîtiers multiples. Et pour faire une version verticale, à entraxe de 60 mm, les cloisons des boîtiers peuvent être retirées. Cela donne un assemblage plus court et le chiffre 60 se forme entre les deux. Sinon en mode horizontal, l'espacement est de 71 mm, ce qui apparaît aussi entre les deux boîtiers. A noter qu'il existe plusieurs versions des boîtiers de profondeur différentes. Le standard c'est 40 mm, mais il en existe des moins profonds en cas de contrainte d'épaisseur, ou alors des plus profonds, 50 mm et plus, et même des rehausses. Ce qui peut être utile s'il y a beaucoup de fils qui arrivent dans le boîtier, et pour faciliter les connexions. C'est aussi valable pour les boîtiers pour cloisons sèches. On en a utilisé des plus profonds quand on a beaucoup de fils dans un boîtier, par exemple à l'arrivée du secteur, le départ vers l'éclairage et vers les autres va-et-vient. Bref, on a déjà posé toutes les gaines câblées, et puis les boîtiers ont été simplement mis en attente, car ils ne seront pas scellés directement dans la maçonnerie, mais dans le béton de chanvre. Et donc le moment venu, en préparation de celui-ci, on a positionné précisément les boîtiers, collés au plat très chaud, de manière à ce qu'ils soient parfaitement dans le plan de la paroi à venir. À certains endroits, comme pour les prises de la cuisine, on a utilisé une petite ossature en bois pour fixer tout ça. Après avoir arrimé les boîtiers, les gaines sont placées. Et on laisse assez bien de fil dépasser des gaines, parce qu'on s'est déjà retrouvé à ne pas avoir assez de fil, à vouloir faire trop juste pour ne pas gaspiller. C'est vraiment gênant dans ces cas-là. Alors autant laisser un peu plus, ce sera replié dans le boîtier. Et le tout est scellé au plat très chaud pour ne pas que cela puisse bouger quand on appliquera le béton de chanvre. On a connecté tous les boîtiers ensemble via des gaines, plus que nécessaire pour avoir une grande flexibilité pour l'avenir, on ne sait jamais. Voilà, tout ça est posé. On a aussi mis quelques petites boîtes de dérivation qui seront peu visibles, avec déjà une gaine vide qui remonte, pour le cas où on souhaiterait rajouter une prise ou un interrupteur dans le futur. On saura où la retrouver. Sinon, au rez, on a aussi mis quelques boîtes de dérivation pour ne pas tout ramener au tableau, et toutes sont connectées entre elles. De nouveau, ça permettra une grande flexibilité de l'installation si on veut changer quelque chose à l'avenir. Tout ça est ramené à l'emplacement où viendra le tableau électrique.
On a un peu poussé sur la taille et le nombre des gaines, mais on ne veut jamais devoir ouvrir les murs. La pose de tout ça, c'est terminé. La suite de l'électricité, ce sera pour après d'autres chantiers. Et bien sûr, on ne manquera pas de vous montrer tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.